1990, alors qu'il travaille encore derrière le comptoir d'un magasin de location de vidéos à Manhattan Beach en Californie, Quentin Tarantino remporte sa première commande d'écriture de scénario lorsque le maestro des effets spéciaux Robert Kunzman lui fait écrire un script intitulé From Dusk Till Dawn. Tarantino était pensé pour réaliser le film, mais il était occupé pour sa première réalisation, Reservoir Dogs. Puis, pour une raison quelconque, Kurtzman a choisi de ne plus faire le film et le scénario a été oublié. Mais le succès du film de Tarantino Reservoir Dogs en 1992, puis celui de Pulp Fiction en 1994, a vu le scénario être dépoussiéré, rafraîchi et placé entre les mains de Robert Rodriguez, en vogue à l'époque, depuis le succès de ses débuts El Mariachi en 1992 et sa demi-suite remake Desperado en 1995. Tarantino a fortement conseillé Robert Rodriguez pour passer derrière la caméra. Tony Scott, qui avait réalisé True Romance écrit par Tarantino, était intéressé par le projet. Mais c'est Rodriguez avec l'appui de Tarantino qui est choisi. Plusieurs acteurs qui ont joué avec Tarantino soit dans Reservoir Dogs soit dans Pulp Fiction sont pressentis pour le rôle de Seth Gecko, Christopher Walken, Michael Madsen, John Travolta et Tim Roth. Mais c'est George Clooney, starifié par la série télévisée Urgence, qui remporte son premier grand rôle au cinéma. Harvey Keitel remplace William Sadler, prévu pour le rôle du pasteur. Et Tarantino se prend le rôle de Richard Gecko. Le film de Robert Rodriguez sort en 1996. Le résultat est une tentative amusante, même si parfois inégale, de marier un thriller policier à la Tarantino avec un bain de sang à la Peter Jackson. Tout le monde bien cool, toi surtout, bien cool. Les braqueurs de banque meurtriers Seth et Richard Gecko enlèvent la famille Fuller. Jacob, un pasteur n'ayant plus la foi suite au décès de sa femme, sa fille adolescente Kate et son fils adoptif Scott, qui font un road trip dans leur camping-car. Les frères les emmènent de l'autre côté de la frontière mexicaine, dans un club de striptease éloigné et bruyant, nommé le Titty Twister, en route vers le sanctuaire criminel d'El Rey. Mais le club est composé de vampires qui changent de forme, et bientôt les frères, la famille et leurs divers clients se battent pour leur vie contre une horde apparemment imparable de vampires morts-vivants. C'est moi qui régale, ami de l'agneau nous appelle. De nombreux films peuvent être décrits comme l'une des deux moitiés. Par exemple, on peut commencer comme un drame de personnages à combustion lente, tout en se transformant progressivement en une fête effroyante de bruit fort et retentissant. Certains peuvent gérer cet acte de jonglage précaire tandis que d'autres luttent. Cependant, Une nuit en enfer n'est pas tant un film en deux moitiés, mais plutôt deux moitiés de deux films complètement différents. Pendant presque la première demi-heure, le film est un road trip dans lequel les criminels Seth et Richard Gecko kidnappent une famille pour s'enfuir au Mexique pour échapper aux autorités. Le ton est tout à fait dans la veine des films de Tarantino, un mélange de violence, de grossièreté, de plaisanterie vive, alors que ses compagnons de route improbables se retrouvent forcés d'être ensemble. Bien que légère sur l'action, cette mi-temps est un excellent moyen de lancer le bal. Les dialogues sont nets et mêlés au style rapide habituel de Tarantino et à l'utilisation libérale de la malédiction et à l'étrange référence à la culture pop. La violence est représentée de manière relativement réaliste, en particulier à la suite d'un viol et d'un meurtre hors écran qui sont montrés rapidement. La majorité de la scène se concentre sur le visage horrifié de George Clooney, une approche qui se distingue par sa retenue. Les films Kill Bill 1 et 2 et les films Grindhouse, Le Boulevard de la Mort et Planète Terreur reprendront le principe des deux parties. Mais quand les choses changent, c'est quand nous arrivons au Titty Twister, le bar le plus tapageur de tout le Mexique, qui, comme nos héros le découvrent, est dirigé par des vampires suceurs de sang. La plupart des films rendraient ce changement du film policier comique à l'horreur sanglante avec lenteur. Tarantino et Rodriguez, quant à eux, changent de genre tout en nous distrayant avec une danse sensuelle de la merveilleusement nommée Santanico Pandemonium, interprétée par Salma Hayek dans une apparition courte mais très mémorable. C'est une scène qui semble également avoir été incluse, en particulier dans un moment notable, pour satisfaire le fétichisme des pieds de Tarantino, qui aime les pieds des femmes. Une fois la danse terminée, l'enfer se déchaîne. Le film se transforme en un festival d'éclaboussures vertes implacables, bourré d'action alors que nos héros sont obligés de se battre avec les morts vivants. Ce sont des moments horrifiques et sanglants au rythme rapide, qui regorgent de nombreux moments remarquables et originaux, comme le gourou des effets maquillage Tom Savini combattant ses ennemis avec un pistolet de forme phallique, ou Fred Williamson arrachant brutalement le cœur d'un des vampires. Un des moments les plus jouissifs du film est celle où le personnage interprété par Harvey Keitel utilise un combo fusil de chasse, batte de baseball pour former une croix de fortune, utilisant la puissance combinée de Jésus et de la puissance de tir de l'arme pour faire exploser la tête des vampires. Sur le front des acteurs, George Clooney domine le film dans le rôle de Seth Gecko,
un criminel impitoyable dont les nombreuses répliques font mouche. Bienvenue en esclavage. Non merci, j'ai déjà été marié une fois. C'est très amusant de regarder Clooney dans ce rôle d'ordure charismatique avec plein de principes, qui sera considéré plus tard comme un acteur charmant, pimpant ou comme un acteur dramatique plus sérieux. Il est excellent dans le rôle. Il joue ce rôle avec suffisamment de charme et de charisme pour faire de ce voyou autrement violent un anti-héros sympathique. Harvey Keitel, quant à lui, est toujours aussi impérial. Le casting de soutien qui comprend également Tarantino lui-même est également excellent, bien que Chishmarin vole la vedette avec son trio de rôles, notamment celui sous le nom de Chet Pussy, un personnage haut en couleur dans une introduction hilarante. Tu sais pas comment les gens m'appellent? La sucette. Quentin Tarantino donne sa meilleure performance d'acteur en tant que Richie, calmement psychopathe. Une nuit en enfer est parfaitement rythmée, scénarisée, avec un sens de l'humour méchant et sadique imprégné de sordide old school, et imbibé de bonté verte gluante et gore. Une nuit en enfer n'est peut-être pas du grand art, mais c'est un sacré bon moment. Comme on peut s'y attendre dans un film de Tarantino, Une nuit en enfer regorge de références à la culture pop. Scott porte un t-shirt Precinct 13, une référence à Assaut de John Carpenter, qui montre la voie à la longue mise en place du siège de l'apogée, où lorsque le groupe discute de la manière de gérer les vampires, le motard Sex Machine est d'accord avec le plan de Scott d'utiliser des éclats de bois qui traînent autour du bar comme des croix de fortune, au motif que Peter Cushing fait ça tout le temps. Il y a même des références au propre film de Tarantino. Seth achète de la restauration rapide de Kahuna Burger de Pulp Fiction. Il y a également les gros plans sur les pieds de Juliette Lewis et Salma Hayek, les costards noirs des deux anti-héros vus dans Reservoir Dogs et Pulp Fiction, et la reprise d'un plan où le gérant de la station-service manque ses deux cibles chanceuses, Seth et Richard Gecko, comme Vincent et Jules dans Pulp Fiction. Sex Machine aborde un pistolet monté entre les jambes à la Desperado, et le discours devant le bar de Chishmarin avec le mot chat est tiré dans son intégralité de American Chicano de 1987. Si jamais vous trouvez de la chatte à meilleur marché, sautez là. Le casting du film est donc l'une des choses les plus agréables de Une nuit en enfer. Côté féminin, Salma Hayek tire le meilleur parti de son set de danse sexy. Ayant une énorme phobie des serpents, elle a dû prendre beaucoup sur elle et a eu du mal à accepter le rôle. Cette phobie ne se voit pas du tout à l'écran, mais n'est pas plus dans le film après cela et obtient à peine quelques lignes de dialogue. Quant à Juliette Lewis, elle joue un rôle plus sympathique et attachante que d'habitude. Elle retrouve la certaine candeur que son personnage avait dans California au début du film, et celui plus brutal qu'elle avait dans Tuernay, plus vers la fin du film. Les acteurs de soutien sont tous très amusants. John Saxon a quelques secondes en tant qu'agent du FBI interviewé à la télévision. Le vétéran Mark Lawrence, qui a également réalisé le film d'horreur à petit budget Pigs de 1973, se présente comme le vieux propriétaire d'un motel, et Danny Trejo est le barman du Titty Twister. Et puis il y a le grand Fred Williamson, en tant que Frost, celui qui arrache le cœur des vampires à main nue et qui fait un discours en flashback de la guerre du Vietnam hilarant. Rodriguez et Tarantino imaginent des techniques inventives pour tuer les vampires pendant l'apogée prolongée. Frost utilise des pieds de table renversés pour embrocher plusieurs vampires. Scott brandit un gros pistolet à eau et plusieurs grenades à préservatifs remplies d'eau bénite dont le pistolet a pu être inspiré de La Nuit des Démons 2 ans auparavant. Seth improvise une perceuse pneumatique avec un pieu en bois au bout et il y a une scène de mort par boule à facettes assez délirante. Les admirateurs de Tarantino ne peuvent que être ravis des différentes scènes de bavardage inhérentes au cinéaste. Mais pour les moins admiratifs de ce procédé de mise en scène, ils trouveront les dialogues dans la deuxième partie assez problématiques, car les chasseurs de vampires perdent du temps à discuter de ce qu'ils savent sur les vampires, alors qu'ils viennent déjà de montrer qu'ils sont plus que capables de les voir sans tout ce bavardage. Et il y a quelques petites incohérences également. Pourquoi un personnage qui a été mordu par un vampire pense et va se transformer au bout d'un assez grand laps de temps, alors qu'auparavant les victimes changent presque immédiatement? Mais même si rien de tout cela n'a de sens, c'est un film très plaisant et divertissant, et c'est un très bon hommage au film de vampires. C'est clairement le travail d'un scénariste encore jeune et inexpérimenté qui essaie de trouver sa propre voie. Mais Rodriguez tire le meilleur parti du scénario de Tarantino, et les fans de gore en particulier seront probablement très satisfaits du résultat final. Il était certainement assez populaire pour justifier une paire de suites, Le Prix du sang et la fille du bourreau en 1999, et une série télévisée de courte durée qui est allée et venue sans avoir beaucoup d'impact en 2014.
La bande originale du film est composée d'artistes comme ZZ Top, The Maverick et Tito et Tarantula, sans doute sélectionnés par Tarantino, et la partition musicale est composée par Graham Revell, qui sont plus concentrés dans la seconde partie du film. Les musiques du film sont emblématiques. Quoi le truc le plus dingue que j'ai fait? Je voudrais savoir, non, dis-moi ce que c'est, vas-y. C'est pas le moment, Richie. Je sais, ouais. C'était peut-être au moment où tu pourrissais en tôle et où je t'ai fait sortir, hein. Ah, c'est ça le truc le plus dingue. C'était con en plus.